Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc, connectez-vous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Big up à tous et à toutes. Tioté l'ambitieux. Big up à vos frères. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Tout le monde en appelle moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo, l'élève d'Alassane Ouattara. C'est très important qu'on le précise. Voilà. Laurent Gbagbo est un élève d'Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne connaissent pas Alassane Ouattara, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il a des élèves politiques. Mais puisque nous avons des élèves têtus qui ne veulent pas apprendre auprès de leur maître, nous faisons cette vidéo pour leur exhorter d'aller calmement et aller prendre des cours chez leur maître, qui est Alassane Ouattara. C'est très important. Et pourquoi le retrait de la Côte d'Ivoire au sein de cette cour africaine a sommé vraiment les opposants à Alassane Ouattara. Ça a charmé les opposants à Alassane Ouattara. Et nous allons parler de la CEI. Les opposants demandent au pouvoir ivoirien de donner la présidence de la CEI à l'opposition. Depuis quand? Ils ont déjà vu ça. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà pourquoi je dis Laurent Gbagbo est un plaisantin politique. Et Charles Blé Goudé, nous allons arriver sur lui parce qu'il n'est pas un politicien. C'est un élève qui n'a pas encore appris la politique. Et il doit aller prendre des cours auprès d'Alassane Ouattara. Soro Diom est devenu fugitif en plein Paris. Alors, écoutez, chers frères, chers amis, chers sœurs, je vous exhorte de vraiment vous abonner sur Info Afrique. Vous qui regardez, ne regardez pas pour fuir. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime, aimez la page et soyez membre de la page. Nous allons atteindre 20 000 abonnés. Nous sommes déjà à peu près 18 000. Ce n'est pas beaucoup. 18 000, c'est peu. Faisons, nous allons atteindre au moins 20 000. Comme ça, on sera dans la cour des grands. C'est très important. Alors, nous voyons les membres de l'opposition qui se plaignent. Comme quoi la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais je tiens à rappeler à l'opposition que ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui a signé le protocole de reconnaissance de la Côte d'Ivoire envers cette cour. C'est Laurent Gbagbo et sa bande de Soro Diom et Blé Goudé, des ignorants, qui signent n'importe quoi, n'importe quel dossier qui venait sur leur table. Parce que pour eux, tout était compétent. Or, pourtant, il faut à un moment donné voir le bout du tunnel. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. Ils signaient n'importe quoi pour introduire la Côte d'Ivoire là-dedans. Et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée au sein de cette cour africaine. La preuve en est que depuis qu'Alassane est venu là, il n'a pas changé le représentant de la Côte d'Ivoire au sein de cette cour. Pour que les gens puissent en reprocher à Alassane Ouattara. Vous dites, mais pourquoi il s'est retiré unilatéralement? Donc ce n'est pas bien, il viole la justice. Non, Alassane n'a jamais remplacé le représentant de la Côte d'Ivoire au sein de cette cour parce qu'il ne reconnaît pas cette cour. Alassane ne reconnaît pas cette cour. Lui qui a été nommé, c'est Gbagbo qui l'a nommé. Donc lui, il ne peut pas le changer puisqu'il ne le reconnaît pas. Le jour où Laurent Gbagbo va sortir de la prison, s'il veut encore, il n'a qu'à changer. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas cette cour. Et le retrait de la Côte d'Ivoire au sein de cette cour a porté un coup fatal aux membres de l'opposition. Et je vais vous le démontrer. Vous savez, les membres de l'opposition, ils ne font que boycotter la CEI, Commission électorale ivoirienne. CEI, ils ne font que boycotter ça parce que pour eux,
Il faut changer la CEI, il faut modifier la CEI. Et la seule justice où il partait pour se plaindre, c'était la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas seulement il partait. Et il passait par cette cour pour exercer une pression sur le pouvoir ivoirien. Donc pour eux, c'est sur cette cour ils comptaient pour exercer le pouvoir, hein, la pression sur le gouvernement ivoirien, afin que le gouvernement ivoirien change la CEI. Soro Guillaume, à son tour, il saisissait cette cour, afin que le gouvernement ivoirien libère ses proches. Mais vous comprenez que le fait de voir la Côte d'Ivoire se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme, automatiquement, les opposants, plus Soro Guillaume, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quel coup saisir pour demander au gouvernement de revoir la CEI. Vous comprenez? Donc ça, c'est une première victoire. Voilà pourquoi ils agonisent, voilà pourquoi ils pleurent. Parce qu'il y a un problème. Ils vont saisir maintenant quelle justice? Pour demander à l'État ivoirien de modifier la CEI, pour demander à l'État ivoirien de lever le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume ou de libérer les prisonniers proches de Soro Guillaume, ou bien de libérer les prisonniers pro-Gbagbo, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Concernant les prisonniers pro-Gbagbo, les pro-Gbagbo ont déposé une plainte à la Cour africaine des droits de l'homme dans le but de voir la Cour exercer une pression sur Alassane Ouattara pour que Ouattara puisse les libérer. Maintenant que la Côte d'Ivoire est sortie, leur plainte est vouée à l'échec, est de nul et non avenir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc du coup, eux-mêmes là, ils ne savent pas quoi faire. Eux-mêmes, ils pleurent. Eux-mêmes, ils sont là, ils sont perdus. Ils se disent, mais la justice sur laquelle on comptait, mais Ouattara, il vient de nous marquer un but. C'est ça, on dit un politicien. C'est ça, on dit un visionnaire. C'est ça, on dit un visionnaire. Soro, Gbagbo, Bédio, ils n'avaient pas vu ce coup arriver. Ils n'avaient même pas vu ce coup arriver. Ils n'avaient même pas un instant imaginé que la Côte d'Ivoire allait se retirer. Ils n'avaient pas imaginé que la Côte d'Ivoire n'allait plus faire partie de cette justice dite justice africaine. Donc ça a été un choc pour eux. Ils ne s'étaient pas préparés à ça. Donc du coup, ils sont dans la débandade. Ils vont aller saisir maintenant quel coup? Puisque la Côte d'Ivoire ne reconnaît plus cette coup, ils vont aller se plaindre où? Ils seront obligés de considérer dorénavant la justice ivoirienne. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en cette justice ivoirienne. Ils dénigraient cette justice ivoirienne. Cette justice qu'ils ont dénigrée pendant longtemps pour dire que ce n'est pas une bonne justice, c'est une justice incompétente, c'est une justice qui n'est pas équitable, c'est une justice, ils ont bafoué le nom de cette justice sur le plan international et sur le plan national. Maintenant, ne sachant plus où aller, ils seront obligés de revenir à la raison. Ils vont maintenant revenir, ils vont reconnaître la compétence de la justice nationale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, les jours à venir, les mois à venir, ils vont saisir la justice ivoirienne. Dans le but de dire, on n'est pas d'accord. Soro Guillaume, il va saisir ça pour dire qu'il n'est pas d'accord pour sa condamnation. Il va envoyer des gens pour dire qu'il n'est pas d'accord pour sa condamnation. Les membres de l'opposition, coalition, FPI, PDCI, ils vont saisir cette justice pour dire non, Ouattara n'a qu'à revoir la CEI. Or, pourtant, cette justice, ils ont passé leur temps à la dénigrer. Cette justice, ils ont dit pendant longtemps que c'était une justice qui était là pour Ouattara. C'était une justice qui a été mise sur pied pour les membres du RADP. Mais maintenant, vous allez voir, ils vont revenir à la raison. Puisqu'il n'y a plus de justice africaine qui va juger maintenant l'État ivoirien, qui va juger les membres du gouvernement. Donc, ils vont faire quoi? Ils seront obligés de revenir, faire confiance à la justice. C'est eux, ces gens-là, c'est eux qui parlent de dignité. C'est ceux-là qui parlent d'indépendance de notre nation. C'est ceux-là qui nous disent à longueur de journée qu'ils veulent sauver la Côte d'Ivoire et qui ne veulent plus que la politique ivoirienne soit dictée par des étrangers ou bien la politique ivoirienne puisse être déterminée ailleurs. Mais ces mêmes-là, ils devraient être patriotes. Parce que hier, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils nous agaçaient en disant qu'ils étaient des patriotes. Ils défendaient les intérêts de la Côte d'Ivoire et que les autres n'ont qu'à faire confiance à la justice ivoirienne. Maintenant, eux, étant dans l'opposition, c'est à eux maintenant de montrer l'exemple pour dire, même il y a une justice africaine, il y a une justice internationale, nous on s'en fout de ça. Puisque nous, tous ceux qui en Côte d'Ivoire ont fait confiance à ça. C'est ça, un vrai patriote. Mais, soi-disant patriotes, hier, aujourd'hui, ils ne sont plus patriotes. Aujourd'hui, ils sont contre le patriotisme. Parce que être patriote, c'est d'aimer tout ce qui est sur ton territoire. S'aimer humainement, entre frères et sœurs, s'aimer en tant que des êtres vivants sur un territoire bien défini. On doit s'aimer, aimer notre culture, aimer nos nourritures, aimer tout ce qui
Et Ivoirien, on doit aimer ça. C'est ça, on dit un vrai patriote. Idéologiquement parlant, on doit défendre les idées des Ivoiriens d'abord. C'est ça, on dit un vrai patriote. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, défendez ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Que ce soit la justice. Vous devez être d'accord pour la justice. C'est ça, on dit le patriotisme. Mais eux, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ce que c'est que le patriotisme. Quand ils sont au pouvoir, ils parlent du patriotisme. Quand ils sont dans l'opposition, ils dénigrent maintenant ce qui leur appartient. Ce qui appartient à leur pays, ils dénigrent ça vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis, le RPI, PDCI, Guillaume Soro, ce ne sont pas des exemples. Laurent Gbagbo doit aller apprendre des cours de politique auprès d'Alassane Ouattara parce que Ouattara est le maître de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo en aucun cas ne peut, parce que voilà pourquoi je dis à Blé Goudé, Blé, ce que tu as appris là, ce n'est pas de la politique, hein, c'est de l'amusement. Tu n'as pas appris la politique parce qu'à chaque fois que tu fais tes sorties hasardeuses, tes sorties tordues, tu as toujours le culot de dire mon père Gbagbo. Mon père Gbagbo, c'est lui qui est mon maître, c'est lui qui est mon maître politique, c'est lui qui est mon leader politique. Gbagbo n'est pas un politicien. Gbagbo, là, c'est un présentant. Gbagbo n'a jamais été politicien, il ne sera jamais politicien parce qu'il ne connaît pas la politique. Nous, qui n'avons pas été à l'école pour étudier sciences pour étudier la politique, nous maîtrisons mieux la politique que votre Gbagbo. C'est pour ne rien vous vanter ce temps. Pour dire il a fait 30 ans d'opposition face à Houphouët-Boigny et qu'il est un génie politique. Laurent Gbagbo n'a jamais été un génie politique, c'est un présentant politique. Donc tous ceux qui ont été les élèves de Laurent Gbagbo, la preuve en est que depuis qu'il a été arrêté, est-ce que vous voyez parmi ces élèves-là, qui est compétent pour mener le RPI, organiser le RPI? Eux tous, ils ne savent pas, ils sont perdus. Donc, lorsque vous êtes perdu, sachez que votre maître ne vous a pas bien enseigné, c'est clair. Parce qu'un maître qui est fort, il doit aussi avoir des élèves forts, des élèves puissants. Au cas où le maître n'est pas là, ces élèves doivent être capables de continuer les cours de leur maître. Mais depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté, est-ce que vous voyez parmi ces élèves, je dis bien parmi, je mets quiconque au défi, parmi tous les militants, les hauts cadres du pays, à qui Laurent Gbagbo enseignait la politique, sa plaisanterie qu'il appelle politique, qui parmi eux a décollé? Qui parmi eux a décollé pour réorganiser leur pays? Il n'en existe pas. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que l'homme chez qui ils ont appris, ce n'est pas un politicien. Ça a été toujours un plaisantin. Il ne leur a pas appris la politique. Il leur a appris ce que c'est que l'émotion, le fanatisme. Et ils sont toujours restés dans le fanatisme. Voilà la raison pour laquelle leur pays est désuni, est désorganisé totalement. Et il n'y a personne pour pouvoir réorganiser le pays. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que de vous à moi, parlons de politique, de vous à moi, Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, de 2010 à 2010, on lui dit voilà l'élection qui arrive. Toi qui es le président, il sait bien et bien qu'il y a un adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu es un vrai politicien, on dit voilà une organisation qui organise les élections. Une institution plutôt qui organise les élections, on appelle ça la CEI. Toi, Gbagbo, tu prends la CEI, tu donnes ça, tu donnes le président de la CEI, tu mets l'un de tes adversaires, un militant de tes adversaires au devant de cette structure, de cette organisation. Tu dis non, Youssouf Bakayoko, tiens, il faut être président de la CEI. Et d'après lui, ceux qui étaient majoritaires, ils étaient du camp adverse. Et il les a mis là-bas. Soi-disant la démocratie. Mais depuis quand Laurent Gbagbo, démocratie là, tu ne sais pas que c'est un mot. Ceux même qui prennent la démocratie là, tu penses qu'ils sont réellement des démocrates? Mais il faut te réveiller. Voilà pourquoi je dis votre client Gbagbo, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que la politique. La démocratie est un mot, ce n'est pas un comportement. Aller aux élections ne veut pas dire on est démocrate. Ah oui, aller aux élections là, ne veut pas dire on est démocrate. Même chez les plus grands dictateurs, il y a aussi élection là-bas. Cela ne les empêche pas de gagner et toujours exercer leur dictature. Cela ne veut pas dire que quiconque va organiser une élection est un démocrate ou est un dictateur. Laurent Gbagbo devrait savoir cela. Mais il n'a pas su ça. Il a ignoré ce volet. Et
Il dit, bon, Youssou Bakayoko, tiens, sachant bien que Youssou Bakayoko est un militant du PDCI-RDA. Il doit le savoir, Youssou Bakayoko. Si je me rappelle bien, c'est un haut cadre du PDCI-RDA. Il dit, tiens, tu es président. Soumaïla Bakayoko, le vice-président, et il dit, bon, je suis démocrate. Et puis, il est heureux. Mais un homme comme ça, est-ce qu'il est né pour gagner? Un homme comme ça, est-ce qu'il est né pour gagner? Et puis, il veut montrer à qui? Au monde entier, qu'il est démocrate. Gbagbo, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Voilà pourquoi je dis, va apprendre auprès de Ouattara. Les choses là ne fonctionnent pas comme ça dans la vie. Il faut d'abord bien te servir avant de servir aux autres. Tu prépares ton plat, tu n'as même pas encore goûté et tu sers aux autres. Non, il faut goûter d'abord. Sache que le plat est bon. Et que si tu envoies ça sur la table, ça ne va pas décevoir les gens. Tu dois goûter d'abord si la viande est cuite ou pas. Mais non, tu ne goûtes pas. Tu ne mets pas tout en place. Tu confies ça aux autres et tu es surpris de voir que l'homme que tu as mis, il proclame les résultats pour l'autre. Et puis tu es, non, c'est un menteur, c'est moi qui ai gagné. Mais tu penses que, mais lui, Youssou Bakayoko, il n'est pas gaou. Il n'est pas un gaou. Il n'est pas un déboulonné. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui sait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il a donné la victoire à son parti. À son parti, et puis ça ne va nulle part, puisque son parti a fait coalition avec le RADP. Donc c'est tout à fait normal que le RADP gagne. Est-ce que toi, ton proclamé en président, il ne t'a pas proclamé victorieux? Est-ce que lui qui était au sein du Conseil constitutionnel, c'est pas toi il a proclamé comme président? Non, chacun a proclamé son client président. Et puis tu es étonné. Si tu voulais gagner, il fallait mettre un pion du FPI. Il allait dire c'est Gbagbo. Mais tu mets l'autre. Mais lui, il proclame son leader président. Toi aussi, ton client, il t'a proclamé président. Mais voilà, confrontation qui vient. Le plus fort, il prend le pouvoir. Et c'est ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ça t'apprendra. Voilà pourquoi je dis aux membres du pays, ils ne connaissent pas ce que c'est que la politique. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Avant ça, Laurent Gbagbo, il connaissait bel et bien les intentions de Guillaume Soro. Et il était conscient que Guillaume Soro jouait un double jeu. Il savait que Guillaume Soro n'était pas désarmé. Il était conscient du double jeu que jouait Guillaume Soro. Cela ne l'a pas empêché en 2010. Il dit Guillaume organise les élections. Et là encore, il lui a donné des milliards. Et déjà, il demande qui a donné l'argent à Guillaume Soro. Et puis, il s'est armé. Il conduisait une rébellion. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que Guillaume Soro a été enrichi par l'ignorance de Laurent Gbagbo. Donc en 2010, il donne encore des élections. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo, lui, il attendait de Guillaume Soro? Un homme qui est bizarre. Un homme qui ne t'a jamais fait confiance. Un homme qui joue un petit double jeu avec toi. Tu l'attrapes ici matin, il sort là-bas le soir. Qui te met les bâtons dans les roues. Tu lui demandes d'aller désarmer depuis 2004. Il n'a jamais fait le désarmement. Il t'a montré quelques calages et il a caché d'autres armes. Tu étais au courant. Et en 2010, tu lui donnes des milliards de francs CFA. Tu dis, John, organise les élections. Et puis tu es surpris d'être battu. Tu es surpris d'être perdant suite à cette élection. Mais Laurent Gbagbo, voilà pourquoi je dis aux membres du pays, ils sont trop ignorants. Et ils pensent qu'ils ont un leader à leur disposition. Ils croient que Laurent Gbagbo est un génie politique. Mais même le bébé du village, tu mets le bébé du village à la place de Laurent Gbagbo, il ne va jamais. Même un illettré qui n'a jamais été à l'école, mais qui est lettré au village, qui est très intelligent et tout, tu lui dis, monsieur, il faut gérer le pays, il ne peut jamais faire les bêtises que Gbagbo a fait. Et vieux, les chefs du village là qui n'ont jamais, il y a d'autres chefs qui ont été à l'école qui sont cultivés, il y a d'autres qui n'ont jamais été à l'école. Tu les mets à la place de Gbagbo, tout simplement en observant, ils ne peuvent jamais faire de la manière dont Laurent Gbagbo a fait. Est-ce que vous comprenez? Tu donnes l'argent à Soro Guillaume, il n'a qu'à organiser, mais tu attends quoi? Depuis que tu lui as donné les postes ministériels, est-ce qu'il a été de ton côté? Est-ce qu'il ne t'a pas trahi? Durant tout ce temps, 2002, ministre de la Construction et de la Réinsertion, Guillaume Soro, il a été ministre, il était payé chaque fin du mois, mais il ne t'a jamais écouté, il a toujours fait ce que son cerveau, ce que son esprit lui disait de faire.
2007, Premier ministre, il a même volé l'argent pour payer 1,5 milliard maison à Makori. Mais est-ce qu'il t'a une fois écouté? Il te désobéissait. Il faisait ce qui lui plaisait. Donc, à toi, tu es un homme qui est conscient. Il va dire, non, petit là, il n'est pas sérieux. En tout cas, je lui donne tout. Je lui donne tout. Je lui ai donné tous les postes de ce pays, les grands postes de ce pays. Mais le petit là, il a un double jeu. Je ne peux pas lui confier les élections. Maintenant, Laurent Gbagbo, dans ça encore, il est ignorant. Et ceux qui étaient autour de lui, voilà pourquoi je dis, quand il y a un faux maître là, tous les élèves, ils deviennent des faux élèves. Parce que Laurent Gbagbo, ils étaient des ignorants. Des personnes irréfléchies, des personnes qui ne sont pas visionnaires, qui ne voient rien. Il n'y a personne, il n'y a pas eu quelqu'un parmi eux qui a pu dire à Laurent Gbagbo, non, ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Et que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Simone Gbagbo, Afi Ougues, eux tous, ils ont été nuls. Charles Blé Goudé, il parlait. Ce sont des beaux parleurs, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne savent pas comment gérer un pays. Et ils ont dit Soro. Donc, vis-à-vis de lui, Laurent Gbagbo, qui sont autour de lui, ses propres amis là, il a rendu Soro plus riche que ses propres amis. Il a donné le pouvoir, la force à Soro Guillaume. Parce qu'en lui donnant des milliards, en lui mettant à des postes, en plaçant Soro à des postes stratégiques, mais tu veux que Soro devienne quoi? Mais il va devenir puissant que tes éléments. C'est comme si Alassane Ouattara, il est président de la République. Et il prend un CK, il dit soit le chef d'état-major des armées. Mais Ouattara, il va s'attendre à quoi? Mais ça a un coup d'état. Soit le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Et puis, un bon matin, un coup d'état va se produire. Il va dire, mais il s'attendait à quoi? Tu nommes quelqu'un qui n'est pas de ton bord. Tu nommes quelqu'un à un poste stratégique, mais tu t'attends à quoi? Mais il ne faut pas être surpris s'il te frappe, il te fait un coup sous noix. Il ne faut pas être surpris. Et c'est ça qui a été le cas de Laurent Gbagbo. Il ne devrait même pas nommer Soro Guillaume Premier ministre, comme Premier ministre. Voyez, quand tu nommes quelqu'un comme Premier ministre, c'est lui qui doit constituer un gouvernement. Donc toi-même, ton propre gouvernement, c'est Soro Guillaume qui nomme maintenant les ministres. C'est lui maintenant qui choisit les ministres qui lui plaisent. Et il forme un gouvernement. Et puis tu voulais que Soro Guillaume soit faible. Et vous êtes étonnés, vous les membres du pays, qui a donné l'argent à Soro. C'est votre Gbagbo qui a donné l'argent à Soro. Il a rendu Soro puissant, influent. Soro était puissant que votre Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Que votre Gbagbo. Parce que les grands postes, après président vient premier ministre. Mais c'est tout. Après le poste du président, vous savez, si le président n'est pas là, c'est le premier ministre qui gère le pays. Quand le président est malade, c'est le premier ministre qui gère le pays. Maintenant, si le président disparaît, c'est là celui de l'Assemblée nationale, il peut intervenir pour prendre la place du président de la République. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est Soro Guillaume qui gérait le pays lorsque Laurent Gbagbo était un peu malade. Donc, il était le deuxième président de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que Soro Guillaume soit faible? Non. Laurent Gbagbo a été un naïf en politique. Il a été un naïf en politique. Et tous ceux qui ont suivi les enseignements de Laurent Gbagbo, ils doivent aller réapprendre la politique. Parce que le maître est un nulard politique. Le maître est un incompétent politique. Vous devez essayer d'enlever les émotions dans votre Guégué, c'est que Guégué complet est en train de vous dire. Je vous enseigne ce que c'est que la politique. Je vous parle de la politique. Je critique votre leader. Votre leader, Gbagbo, je le critique. Et je vais faire une petite comparaison avec Alassane. Et vous allez voir la plus grande différence. Mais lorsque je vais parler d'Alassane, ne soyez pas sur les nerfs, ne soyez pas dans la couleur parce que je vous connais. La couleur va vous pousser à ne plus réfléchir. Dans les commentaires, posez-vous, ayez l'esprit froid, ayez la température calme. Et écoutez Guégué, il va vous enseigner ce que c'est que la politique. Et les erreurs de votre Gbagbo. Les erreurs du gouvernement de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et ses amis, sa bande. Ce qu'ils n'ont pas pu faire et ce qu'ils devraient faire. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'ils devraient faire. Je vais vous le dire aujourd'hui. Donc, Soro Guillaume, chef rebelle de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, assassin de tous les Ivoiriens. Soro Guillaume, un terroriste qui n'a jamais voulu se convertir, qui n'a jamais demandé pardon au peuple ivoirien.
2002, il frappe le pays. Ça n'a même pas duré 2003, un poste ministériel. Soro Guillaume a compris que c'était une bonne chose et que les armes pouvaient permettre à quelqu'un, à un illettré, à un élève illettré de devenir ministre dans ce pays. Et il a compris le jeu. Laurent Gbagbo lui a dit Soro, désarmement. Il roule encore Laurent Gbagbo dans la farine. Parce que Soro Guillaume, je vous ai dit, il y a 2 boulangers en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent numéro 1 et Soro Guillaume numéro 2. Il a roulé le grand boulanger aussi dans la farine. Donc, Soro Guillaume était devenu le maître de Laurent Gbagbo en matière de roulade au sein de la farine. Il a menti à Laurent Gbagbo, il a roulé dans la farine. Laurent Gbagbo a cru en lui. Il a chanté à Boaké. La paire est revenue. Tu veux pas, ma qui waouie. Oh pourtant, c'était du roubladisme. Du roubladisme de la part de Guillaume Soro. C'est passé. Les gens étaient toujours armés. Et que lui, ses forces loyales ne pouvaient pas toujours aller au nord. Mais tu dis, il y a des armements et tes clients ne peuvent pas aller au nord. Qu'est-ce qui se passe? Il était conscient que Soro Guillaume n'avait pas toujours désarmé. Il a été traduit partout dans le monde. Accord, Ouaga, tout. Soro Guillaume poussait Laurent Gbagbo à parcourir le monde entier. Mais quelqu'un que tu dis, tu prétends aimer, quelqu'un que tu dis non, tu l'as intégré au sein de ton gouvernement, donc c'est fini, qui t'envoie partout dans le monde pour dire qu'il faut signer des accords, il t'oblige. Tu devrais comprendre que ce dernier, il n'est pas sincère. Ce dernier, il n'est pas sérieux. Et que malgré les sacrifices que tu as faits, il n'est pas encore convaincu. Tu prends ce nez de Faké Sédougou, tu dis, tiens, tu es à la place du Premier ministre, forme un gouvernement. Et Soro Guillaume, il désigne des gens au sein de toi, ton gouvernement, il les place. Si tu n'as rien foutu en Côte d'Ivoire, et on te demande ton bilan, quel a été ton bilan, et que tu es incapable de présenter ton bilan aux Ivoiriens, et que tu dis non, et ce n'est pas nous ceux qui avons géré. Mais oui, Laurent Gbagbo, tu as nommé Soro Premier ministre, il a informé le gouvernement. C'est toi qui lui as demandé de faire le gouvernement. Donc s'il a mis des gens qui ont boycotté tes programmes, s'il a mis des gens pour dire, bon, si Laurent Gbagbo vous demande de faire ça, ne faites rien, on va boycotter son programme comme ça, il ne va pas réussir. S'il a mis des gens, et que ceux-là, ils ont boycotté ton programme, mais nous, on ne connaît pas Soro, on connaît que Laurent Gbagbo. Donc si ton gouvernement qui a fait un échec, nous on s'en fout de Soro Guillaume. Est-ce que vous comprenez? Donc, suite à cet échec, Laurent Gbagbo, il n'a pas compris. Il devrait prendre des leçons. Puisqu'il dit les gens ont boycotté ses projets et tout. S'ils ont boycotté tes projets et tout, tu devrais comprendre que l'homme qui est... C'est lui qui avait nommé ceux qui boycottaient tes projets. Donc, tu devrais comprendre que ce dernier-là, il est animé d'un esprit bizarre. Et qu'il ne t'aimait pas. Et qu'il voulait que tu tombes. Laurent Gbagbo n'a rien compris. Il n'a pas pris conscience. 2010 arrive, il dit Soro. Il prend paquet d'argent, paquet de milliards, il met ça dans les mains de Soro Guillaume. Il dit organise des idées. C'est pas 1 milliard, c'est pas 10 milliards, il lui a donné. On vous parle de 200 milliards, des trucs comme ça, pour organiser des élections, pour faire venir des institutions internationales. Il lui a donné le paquet, mes frères. J'ai dit le pactole, il a mis ça dans ses mains. Boya, il dit c'est Soro Guillaume qui organise ça. Pendant ce temps, lui-même, ses clients sont là. Il n'a pas compris que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lui-même, ses propres clients, il les dénigre. Non seulement il les a chassés, il a mis Soro comme Premier ministre, organisé encore élection, il les chasse encore, il met encore Soro Guillaume. Comme si Soro Guillaume était devenu son bon petit. Et comme si Soro Guillaume, il était bien cultivé que les autres. Comme si Soro Guillaume, il était l'homme idéal. Mais tu cherchais la paix là. Il fallait mettre quelqu'un qui est neutre. Parce que Laurent Gbagbo, s'il était intelligent, puisqu'il se disait, s'il met un pro-FPI, les gens allaient lui dire, bon, voilà, il a mis un pays pour tricher les élections. Mais tu étais aussi au courant et tu savais, tu étais conscient qu'en mettant Soro Guillaume, c'était un danger parce que Soro Guillaume, durant toute sa vie, il t'a combattu. Durant tout ton mandat, il t'a combattu. Et donc, tu ne pouvais pas lui confier cette tâche. Il fallait prendre quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas FPI, qui n'est pas PDCI, qui n'est pas RDR, qui n'est non plus aussi membre des autres partis politiques. Un citoyen de la société lambda. Et tu le places là-bas, tu dis, organise-nous les élections.
Si tu avais fait ça, les gens allaient dire Gbagbo, il est intelligent. Mais il ne l'a pas fait. Il prend ce même rebelle, il dit tiens, il lui donne une somme de 200 milliards, il dit organise l'élection. Mais tu penses que Soro Gueye, un voleur comme ça, il va prendre tous ces milliards pour organiser l'élection? Il prend l'argent, il met couteau dedans, il prend sa part. Et il prend le reste, il organise l'élection. Et Laurent Gbagbo, il est étonné. Soro nous a trahis. Il est allé dans l'autre côté. Mais tu pensais que quoi? Soro, il était ton militant. On t'avait dit qu'il était FI. Et puis tu es étonné, tu es surpris. Soro nous a trahis. Soro, il a pris notre camp. Il a pris position. Mais bien sûr, parce que Soro Diom, il est conscient que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, puisque en tant qu'un ex-militant du RADP, il fallait qu'il prenne position pour le RADP. Parce que Soro, il était conscient. Et il connaissait cet adage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Gbagbo et famille qui n'ont rien compris, qui sont encore des bébés politiques, qui ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Donc, ils ont fait confiance à Soro Gueye. Mais puisqu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, si c'était aujourd'hui, on allait dire Gbagbo, des bêtises que tu... Parce que Ouattara, il est là. Si Ouattara, il fait cette erreur, on va lui dire, Ouattara, c'est que tu es en train de faire, fais attention. On va l'interpeller. Parce que où nous sommes là, on ne peut plus laisser nos dirigeants à commettre de telles erreurs. Voilà pourquoi nous faisons des vidéos pour les alerter. Sur des trucs sur lesquels ils ne font pas attention. On appuie là-dessus pour dire, n'ignorez pas ça, ça, faites attention. Et puis, ils prennent conscience et ils agissent. C'est ça, l'efficacité des réseaux sociaux. Gbagbo, il est étonné. Il a fait de même pour la CEI. On ne sait pas à qui il veut, quel amour il cherche. On ne sait pas à qui il veut plaire. Je suis démocrate, mais il devrait comprendre ce mec que la démocratie, là, c'est une parole et non un acte véridique. Il doit comprendre. On dit Amérique, pays de liberté, pays de droits de l'homme. Mais quand l'Amérique agit ailleurs, est-ce que ce pays agit comme un pays de droits de l'homme ou bien de liberté? Quand ils s'en vont bombarder le pays des gens, là, Gbagbo, il ne voit pas ça. Il n'a pas étudié l'histoire. Ses yeux étaient fermés. Or, ce sont ces mêmes-là qui disent pays de droits de l'homme, pays de liberté, la démocratie. Mais quand il s'agit d'exercer des pressions, des sanctions sur d'autres pays pour les affamer et pousser le peuple à mourir de famine, il ne voit pas ça. C'est ça qu'on appelle liberté, c'est ça qu'on appelle droit de l'homme. Gbagbo devrait comprendre. Or, il se dit historien. Il se dit quelqu'un qui a doctorat en histoire. Mais tu as doctorat en histoire et puis tu ne connais pas l'histoire du monde. Il devait comprendre ce que c'est que la France. Cette France qui a dit pays de liberté, droit de l'homme et tout. Mais il sait et il connaît les agissements de la France partout dans le monde. Il n'a pas les yeux fermés. Maintenant, en faisant ça, là, il voulait plaire à qui? Voilà la question. En prenant des mauvaises décisions, il voulait plaire à qui? Il voulait plaire à Alassane, il voulait plaire à Bédier. Mais eux aussi, ils luttaient pour prendre le pouvoir. Donc, si tu fais ça pour qu'ils aient ton amour, mais eux aussi, ils vont dire Adou. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Moi, je veux ta place. Maintenant, tu mets ça sur un plateau d'or, tu dis, tiens, mais je prends. Et après, si tu plais, je dis, fous-moi le camp. Mais c'est tout. Mais si je veux ta place, tu sais que moi, je veux ta place. Mais il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas que j'atteigne cette place. C'est ça on dit. Quelqu'un fait de la politique. Tes adversaires veulent le fauteuil présidentiel. Toi, tu ne peux pas céder. Tu ne dois pas leur donner ça sur un plateau d'or. Tu dois te battre jusqu'à ce que tu gardes toujours ton fauteuil. Tu fais tout pour que les chances viennent de ton côté. Mais toi, tu fais tout pour que la chance aille du côté de tes adversaires. Et puis, on te gagne, maintenant tu pleures. Tu ne veux pas partir. On te gagne, maintenant tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas quitter le pouvoir. Quel est ce politicien-là? Quel est ce politicien-là? Partagez la vidéo, c'est important. Et donc, au sein de la CEI, Laurent Gbagbo, l'erreur qu'il a faite encore, il devrait, parce que c'est lui pour la première fois qui a organisé la CEI, il devrait savoir que mettre au sommet de la CEI, président d'un parti, ou bien un représentant d'un parti politique, ça allait amener des hostilités. Quelqu'un qui est un visionnaire, c'est comme ça il pense. Il va dire, ah, si je mets quelqu'un qui vient du pays, ils vont dire, ah, c'est pour tricher. Si je mets quelqu'un qui vient de l'opposition,
Il va tout faire, il va donner la victoire à mes opposants. Je fais comment? Prends quelqu'un qui est neutre. Au moins, tout le monde va être d'accord sur ça. Chaque parti politique doit avoir ses représentants au sein de la CEI. Est-ce que vous comprenez? Chaque parti politique doit avoir ses représentants au sein de la CEI. Maintenant, le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à un parti politique. Tous les deux doivent être neutres et tu les mets là-bas. Maintenant, leurs homologues qui sont là-bas, ils doivent maintenant appartenir à des partis politiques pour assister à ces deux personnalités, l'une qui est président et l'autre qui est vice-présidente. L'une qui est présidente plutôt et l'autre qui est vice-présidente. Et comme ça, si les résultats sont proclamés, ils ne vont pas dire la CEI a triché. Parce que là, tout le monde est conscient. Ils vont dire, bon, ceux qui sont au début, le vice-président, ils appartiennent à aucun parti politique. Donc, les résultats qu'ils ont proclamés là-haut, je ne les ai pas manipulés. Et que c'était le consentement de tout le monde a accepté autour de la table qu'on nomme ces gens-là. Aucun parti politique n'allait contester les résultats. Est-ce que vous comprenez? Et Laurent Gbagbo n'a pas compris ça. Youssou Bakayoko, PDCI, Soumaïla Bakayoko, je pense qu'il est RDN. La CEI. Et il est surpris de voir Youssou Bakayoko et Soumaïla Bakayoko dire que le RADP a gagné. Mais il oublie que le RDN et le PDCI RD ont fait coalition. Et donc c'est tout à fait normal. Donc Ouattara aussi de son côté, il n'était pas surpris de voir comment le président du Conseil constitutionnel proclamait Laurent Gbagbo vainqueur. Parce qu'il savait que, oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il avait mis là-bas. Et lui aussi, il a donné la victoire à Gbagbo. Donc, le plus fort, c'est lui maintenant qui allait prendre le pouvoir. Et c'est ce qui a mené la guerre. C'est ce qui a mené la guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est l'idiotie politique de Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui connaît la politique. Il ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Il n'est même pas proche de la politique. Il ne connaît pas la politique, il ne maîtrise pas la politique. Mais voyez Alassane Ouattara. Prenons le cas d'Alassane Ouattara et vous allez voir. Le président Alassane, c'est son dit un homme politique. Le président Alassane, c'est son dit un homme politique. Alassane a su que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand il voyait les opposants saisir la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, Soro Guillaume, il passe par là-bas pour humilier la Côte d'Ivoire. Alassane a dit, bon, nous sommes autonomes, nous sommes indépendants. Nous avons notre dignité. Nous ne pouvons pas laisser notre justice être torpillée par une soi-disant justice africaine. Il retire la Côte d'Ivoire là-bas. Au nom de la dignité de tous les Ivoiriens et au nom du respect de l'intégrité territoriale et de l'intégrité juridique de notre belle nation, la Côte d'Ivoire, je prends le droit unilatéralement et je retire ma nation au sein de cette fameuse organisation dite Cour africaine des droits de l'homme. Et il retire la Côte d'Ivoire. Et il porte un coup fatal à Soro Guillaume. Soro Guillaume, lorsqu'il a appris que la Côte d'Ivoire s'est retirée, il voulait se pendre. Parce que c'était la seule carte qui lui restait. Il ne savait plus où aller. C'était la seule carte qu'il utilisait. La Côte d'Ivoire n'est plus membre. Il fait comment? Soro Guillaume est déçu totalement. Il est abasourdi. Il ne sait pas quoi faire. Il pleure. Il va saisir encore quel coup. En dehors de cette coup, il n'y a plus autre coup en Afrique. Or, si il s'en va saisir une cour européenne ici, on va dire que c'est de l'ingérence politique. Et lui-même, il est conscient. Il ne peut pas aller saisir une cour européenne et que cette cour européenne va exercer une pression sur la Côte d'Ivoire. On va dire que c'est une ingérence dans notre affaire. Et donc, les Européens, ils sont conscients. Ils savent qu'aujourd'hui, la concurrence des grandes puissances se trouve en Afrique. Toutes les grandes puissances guettent l'Afrique et font de la concurrence. Donc, aucune nation européenne aujourd'hui ne peut s'hasarder à aller s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays africain pour créer une crise diplomatique. Parce que là, s'il y a une crise diplomatique, la Côte d'Ivoire peut changer de partenaire et s'orienter vers d'autres partenaires puissants. Et la France est consciente. Donc, en voyant cela, même s'il veut saisir la Cour européenne, ils vont dire non, ce n'est pas une affaire européenne. On dit Cour européenne, ils n'ont pas dit Cour africaine. Donc, Soro, on ne peut pas gérer ton affaire. Donc, là, son bec est cloué au sol. Il va faire quoi? Ouattara a joué
a joué une carte politique. C'est son bien politicien. Parce qu'il a vu loin. Il savait qu'en retirant la Côte d'Ivoire là-dedans, mais c'était fini. Soro Guillaume, il mourrait politiquement. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas autre option que de s'intéresser à la justice ivoirienne. Il n'a pas autre option que de croire à la crédibilité et d'accorder réellement à la sincérité à notre justice. Parce qu'il ne peut pas encore passer son temps à vilipender notre justice. Parce que c'est la seule carte qui lui reste. C'est la seule carte qui lui reste. Donc, il ne peut plus aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Ouattara a fait. Mais avec cette décision, il n'a pas assommé Soro lui seul. Mais il a donné un coup meurtrier, un coup fatal à l'opposition. Cette coalition PDCI FPI. Et je vais vous le démontrer. Il a assommé cette opposition. Non seulement Soro Guillaume, parce qu'une simple action, une seule action a déstabilisé, le plan de tous les opposants. Parce qu'ils avaient un plan commun. Ça a déstabilisé leur plan commun. Ouattara, c'est un génie politique. Nous avons eu la chance d'obtenir un génie politique en Côte d'Ivoire. Il a mis un coup de maître. Ce retrait de la Côte d'Ivoire au sein de cette cour a déstabilisé l'opposition qui passait par cette cour pour exercer une pression sur la CEI en Côte d'Ivoire. Cette institution qui organise les élections. N'oubliez pas, parce qu'ils avaient saisi cette cour africaine pour mettre la pression sur le gouvernement ivoirien dans le but de changer et faire un remaniement au sein des gens qui sont au sein de la CEI. De les changer et donner le pouvoir aux membres de l'opposition. Eux, ils veulent qu'on leur donne la présidence de la CEI. Pour ça, ils ont saisi la cour africaine et ils étaient encore toujours là-bas. Mais avec ce retrait, ils vont encore passer par où? Parce que la cour africaine n'a plus d'influence sur la Côte d'Ivoire. Nous ne reconnaissons plus la cour africaine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas aller saisir la cour européenne. S'ils saisissent la cour européenne, c'est qu'eux-mêmes ne sont plus crédibles. Parce que le FPI qui est anti-européen ne peut pas se permettre d'aller saisir une cour européenne. On va dire, donc aujourd'hui, vous coopérez, maintenant elle est blanche. Donc ce n'est pas un bon pour eux-mêmes. Pour leur propre respect, pour leur propre dignité. Ils ne peuvent jamais le faire. Ils ne peuvent pas aller aussi à saisir l'ONU. Pour dire l'ONU, voilà Ouattara, on va dire donc vous aussi, membres du pays, vous partez aussi voir l'ONU. Vous partez aussi voir la communauté internationale pour s'impliquer dans les élections. Et pourquoi hier, quand l'ONU disait que Ouattara avait gagné, vous avez contesté. Donc aujourd'hui, maintenant, vous connaissez l'importance de l'ONU. Donc là aussi, ils ne vont pas aller à l'ONU. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas aussi aller à l'ONU. Donc là, ils sont bloqués. C'est moussieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La seule option, c'est de s'intéresser à la justice ivoirienne. C'est de s'intéresser à la justice ivoirienne. Maintenant, comme ils ont déjà passé leur temps à dénigrer la justice ivoirienne, en disant que cette justice n'était pas crédible, elle n'était pas crédible et qu'elle était à la solde de Ouattara, alors ils seront obligés d'accepter et aller aux élections comme ça. Ou soit, ils vont boycotter les élections, il n'y aura pas d'élection et le RADP va toujours continuer de gouverner et c'est propre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est propre. Donc, ils ont deux options. Soit, ils laissent la CEI comme ça, on part aux élections, on les bat, ou soit, ils refusent de se faire humilier lors des élections présidentielles, et donc ils décident de boycotter les élections. Et le RADP demeure toujours, reste toujours au pouvoir. Voilà, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de débat. Donc, avec la petite décision d'Alassane Ouattara, l'opposition est déstabilisée dans tout son sens. Ces plans qu'elle avait mis sur pied, ces plans-là ont été déstabilisés, désorganisés. Et ils ne font que pleurer. Ils ne font que pleurer, ils ne font que pleurer. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce que Ouattara a compris que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne peut pas confier la présidence de la CEI à l'opposition. Parce que tous les opposants, ils veulent la chute de Ouattara. Comment Ouattara, quelqu'un qui est éveillé, qui est conscient, il va s'hasarder à dire, bon, la présidente de la CEI, bon, PDCI, il faut prendre, ou bien pays, il faut prendre. Mais c'est que Ouattara lui-même, il a cherché sa suite. Il va toujours mettre son bon petit. C'est l'un de ses pions. C'est clair. C'est ça, on dit un président éveillé qui veut chuter. Qui veut chuter, qui veut perdre le pouvoir. Mais lui aussi, il ne veut pas perdre le pouvoir.
Donc, il met son petit. Le jour J, son petit dit, Ouattara, tu as gagné. Et puis, c'est tout. Amadou Gon Coulibaly, quand je dis Ouattara, je fais allusion à Amadou Gon Coulibaly ou à Ahmed Bakayoko. Il va dire, vous avez gagné. L'opposition va faire quoi? Non, c'est triché, c'est triché. Et puis, c'est tout. Ils ne vont pas aussi là-bas pour perdre. C'est Gbagbo qui a été ignorant, qui a tout confié. Mais Ouattara, lui, il n'est pas ignorant. Le conseil constitutionnel, il met encore son bon petit. Et c'est clair, c'est comme ça. C'est comme ça le monde. Vous ne le voyez pas en France. Mais en France, ça triche. Ça triche. Aux États-Unis, même, ça triche. Partout dans le monde, ça triche. Même sans tricherie, là, le RADP gagne. Vous les mains. Parce qu'on ne peut pas vous donner la présidence des instances les plus importantes en Côte d'Ivoire. Depuis quand vous avez vu ça? Nous, on ne peut pas vous confier ça. On ne peut pas vous confier ça aujourd'hui, ni demain, ni pour toujours. Parce qu'on sait ce que ça coûte. Lorsqu'on confie les tâches les plus importantes à l'adversaire, on sait ce que ça coûte. Donc, Ouattara ne peut pas faire cette erreur. Voilà pourquoi j'exhorte Blé Goudé à aller apprendre auprès d'Alassane. Alassane est un politicien averti, un politicien aguerri, un politicien qui connaît, qui a eu une vision parfaite. Alassane Ouattara est un seigneur politique. Et même les Africains le savent. Même Paul Kagame, il approuve la politique d'Alassane Ouattara. Lui qui gouverne le Rwanda, il est impressionné. Il vient même apprendre auprès d'Alassane Ouattara. Il vient prendre des conseils auprès d'Alassane Ouattara. Même Alassane Ouattara donne des conseils au président guinéen Alpha Condé. Il vient chercher des conseils. Ah oui. En fait, il est devenu un guide des présidents. C'est lui maintenant, les gens, ils viennent prendre des conseils auprès de lui. Mais qui venait prendre des conseils auprès de Gbagbo? Si toi-même, tes propres trucs, tu n'arrives pas à gérer ça, ton propre foyer, ça t'échappe. Ton propre foyer t'échappe, tu n'arrives même pas à apporter la paix. Une bonne organisation au sein de ton propre foyer. Tu as donné quel conseil à foyer de l'autre? Mais Ouattara, tout le monde voit, il maîtrise les atouts et les contours de la Côte d'Ivoire. Il apporte ce qu'on appelle la paix. Il maîtrise son domaine, le domaine politique. Ouattara, il maîtrise son domaine. Il n'est pas ami de quelqu'un. Quand on dit la maîtrise politique, il maîtrise la politique. Et le domaine dans lequel il est, il maîtrise parfaitement. Il contrôle ses éléments. Personne ne lui échappe. Ministre ou quoi, il les contrôle. Les chefs militaires, il les contrôle, eux tous. Ils sont espionnés, les chefs militaires. Eux-mêmes, ils le savent. Ils sont espionnés. Députés, tout le monde, il les a dans les mains. Il les contrôle. Est-ce qu'au temps de Gbagbo, les ministres ne sont même pas contrôlés? Les militaires ne sont pas contrôlés. Ils ne savaient même pas quel coup les Magos jouaient, quel coup les Gabi-Point jouaient. Il était ignorant, nul sur tous les plans. Ils ne les contrôlaient même pas. Les députés, ils n'avaient même pas de contrôle sur eux. Or, un président, c'est quelqu'un qui doit contrôler tout cela. Même les membres du service de renseignement ivoirien, il doit les contrôler. Et il ne le faisait pas. Il était nul sur tous les plans. Et c'est ça, on dit président là? Non. Alassane, il les maîtrise. Il faut être militaire, il faut communiquer avec quelqu'un tout. Mais il y a longtemps, ils t'ont arrêté. Ils sont sous contrôle, mes frères. C'est son dit un État. C'est son dit une république. C'est ça. Parce que pour éviter un coup d'État, il faut être averti de la présence d'un coup d'État. Quand c'est comme ça, là, tu sais, tu évites ça. Parce que quand tu es averti de la présence d'un coup d'État, aucun coup d'État ne réussira contre toi. Parce qu'avant que ça ne voie le jour, tu as déjà démantelé ça. C'est ça, Alassane, il fait. Le FPI n'a jamais fait ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'a jamais fait ça. Donc, Laurent Gbagbo est un échec. Les membres du FPI doivent revoir cela. C'est que je vous dis, si vous avez le sang-froid, si vous êtes posé mentalement, sans être animé par les émotions, vous allez comprendre que ce que Djedje dit, c'est la vérité. Et même si vous amenez Gbagbo devant moi, ce que je lui dis, il va dire Djedje, tu as raison. Lui-même, il sait que Djedje a raison. Et même les politiciens du FPI, ceux qui ne réfléchissent pas par les émotions, parce qu'il y a deux sortes de réflexion. Il y a la réflexion émotique et il y a la réflexion par le cerveau. Donc, vous comprenez déjà que ceux qui réfléchissent avec le cerveau, ils comprennent automatiquement que ce que je suis en train de leur démontrer ce soir, c'est tout à fait la vérité.
est que Laurent Gbagbo n'a pas été un bon politicien. Là où qui est bon pour lui, c'est l'enseignement. Il aime trop les discours. Lui, il est bon pour être professeur de philosophie. Il devrait essayer de faire une formation, apprendre la philosophie. Parce que lui, il parle beaucoup. Blé Goudé aussi, il devrait être un professeur de philosophie. C'est des gens qui aiment parler pour convaincre. Voilà la matière où il devrait enseigner. Laurent Gbagbo, il n'est pas bon pour être président. Il peut, même s'il sort de là, là où il est là, si on dit Gbagbo, tiens, il faut être président, ça va encore être le désordre parce qu'il ne maîtrise pas le domaine politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire, j'ai été dans l'opposition pendant 30 ans, mais pendant 30 ans, et puis ça fait quoi? Tu as été opposant, donc ça veut dire que tu connais la politique? Non, tu ne connais rien. Être opposant n'est pas synonyme d'un grand politicien. On connaît des petits voyous qui ne valent rien, qui ont fait truc. C'est comme les Francis Vaudier. Ils ont été dans l'opposition pendant longtemps. Si on lui donne le pouvoir, est-ce qu'il peut tenir? Et il va venir, j'ai été dans l'opposition pendant 40 ans, et puis quoi? 40 ans, cela ne veut pas dire que tu es intelligent. C'est comme si tu as été à l'école, tu es à l'école, tu as duré là-bas, tes petits frères viennent, ils te dépassent. Et puis tu dis non, je suis un ancien, je maîtrise. Tu maîtrises quoi? Tu maîtrises quoi? Et puis tes petits frères t'ont dépassé. Soro même, qui est Soro même là, il est plus fort que Laurent Gbagbo sur le plan politique. Est-ce que vous comprenez? Je dis Soro qui est Soro même là, il est plus fort que Laurent Gbagbo sur le plan politique. Blé Goudé, il n'atteint même pas Soro Guillaume politiquement parlant. Parce que Soro, il a eu la chance d'apprendre auprès d'Alassane et auprès de Bédié. C'est un génie politique qui est là. Mais comme il a trouvé plus fort que lui, il ne peut pas. Alassane l'a verrouillé partout. Puisque c'est lui le maître, l'élève, il va faire quoi? Le maître, il n'enseigne pas tout à l'élève. Le maître, il n'enseigne pas tout à l'élève. Il y a quelque chose qui cache toujours. Donc, Ouattara a utilisé cette ultime force pour assommer Soro Guillaume. Sinon, si Soro Guillaume était en face du FPI, là, il y a longtemps, il a renversé le FPI. Il y a longtemps, ils sont tombés. Où on est aujourd'hui, là, si c'était Gbagbo et sa bande qui était là, Soro allait les renverser. On dit que ça allait créer une rébellion encore au pays parce qu'ils n'allaient pas réussir à canaliser Soro. Gbagbo, avec son fanatisme, il n'allait pas retirer la Côte d'Ivoire de cette cour, soi-disant africaine. Il allait dire, je suis démocrate, Et Soro Diop allait utiliser cette cour pour mettre une pression farouche sur Laurent Gbagbo. Si c'est lui qui était au pouvoir. Et cette cour, ensuite la communauté internationale allait s'impliquer là-dedans et Gbagbo et son gouvernement allaient avoir problème. Mais Ouattara, il a vu clair dedans. Il sait que c'est là-bas Soro veut emmener à faire. Il dit, bon, moi je sors. Maintenant, où tu vas utiliser la communauté, allez-y maintenant utiliser là-bas. Soro, il pleure. Il dit, voyez, Alassane m'a eu. Parce qu'il a verrouillé, Ouattara a verrouillé partout. C'est ce que Soro voulait faire. Il voulait pousser la justice africaine à mettre la pression sur la justice ivoirienne. Et que si la justice ivoirienne ne voulait pas, Soro Guillaume allait pousser la justice européenne afin qu'elle s'implique là-dedans. Pour qu'ensemble, toutes les deux justices africaines et européennes mettent la pression sur la justice ivoirienne et le gouvernement ivoirien. Afin que Ouattara lève, la justice ivoirienne lève, ou bien suspend le mandat d'arrêt. C'est ça son jeu. C'était ça son jeu. Ouattara a vu dedans. Il dit petit là, il pense qu'il est né avant moi. Il a arraché la Côte d'Ivoire là-bas. Donc automatiquement, il a cloué le bec à la justice européenne et le bec à la justice africaine. Donc Soro Guillaume, il est plaqué. Parce qu'il ne peut plus aller en Europe pour porter plainte et tout. Mais l'Europe, on ne peut pas s'ingérer. La justice européenne, on dit justice européenne et non justice africaine. Mais si c'était Gbagbo là, son ignorance allait le pousser, il allait laisser la Côte d'Ivoire là-bas. Et ça allait lui coûter très cher. Parce qu'il ne prévoit pas les choses, il ne voit pas. Aujourd'hui, quand vous voyez les militants de Laurent Gbagbo, ils condamnent ça. Pourquoi la Côte d'Ivoire est sortie unilatéralement? C'est ça qu'on appelle la dictature. Mais eux, le passé ne leur a pas appris des choses. Hein. Dans leur histoire de démocratie, ils ont vu dans leur histoire de démocratie où ça envoyait la Côte d'Ivoire. Le désordre des morts à gogo. Et Ouattara, ce sont ces morts-là, il veut éviter. Il veut éviter les crimes, le désordre. Il veut éviter le pillage. Donc, toute action qui peut lui permettre de conserver la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité, il prendra ces actions-là. C'est ce que les autres n'ont pas compris. Parce que quand tu es président, l'avenir
de tes concitoyens se trouve dans tes mains. L'avenir de ta nation se trouve dans tes mains. La sécurité de ton peuple se trouve dans tes mains. Donc tu ne plaisantes pas avec des choses inutiles qui peuvent conduire ton pays dans le désordre et pousser ta population à s'entretuer. Tu ne dis pas dans ce mauvais rêve. Tu enlèves ton pied là-bas immédiatement. Si tu étais dans une organisation, et que tu vois que cette organisation est utilisée maintenant politiquement et qu'elle se retourne contre toi, mais tu as le droit de te retirer de cette organisation immédiatement. Pour dire je ne la reconnais plus. J'étais dedans, mais votre manière de vous comporter, non, je sors là-dedans. Parce que tu veux protéger ton peuple. Si c'était Gbagbo, il n'allait pas sortir. Soro allait utiliser ça, il allait mettre pression jusqu'à ils allaient avoir Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà l'ignorance de Gbagbo et sa bande. Ils ne connaissent rien. Ils doivent aller apprendre des cours politiques auprès d'Alassane. Et je pense que la politique d'Alassane, on doit enseigner ça en Côte d'Ivoire. On doit enseigner ça à l'école. On doit faire intégrer la politique de Ouattara. La vision des actions. Comment il faut mener les actions. Lorsque tu as des adversaires, ils avancent un pion. Comment tu peux avancer un seul pion pour déstabiliser tous leurs petits jeux, tous les petits pièges qu'ils avaient tendus. Comment la poussée de ton seul pion peut déverrouiller tous les pièges. On doit enseigner cette philosophie politique alassanienne au peuple ivoirien. C'est très important. La politique de Gbagbo, non. Gbagbo n'a pas de politique. C'est un nulard politique. Il ne connaît rien. Et Charles Blé Goudé, quand je le vois, il parle, je dis, mais lui là, il ne connaît pas la politique. Lui là, il est nul politiquement. Et tous les membres qui sont au sein, autour même de Blé Goudé, c'est des nullards. Ce sont des élèves de Gbagbo. Or, Gbagbo, tous ces élèves qu'il a formés, ils sont incapables. Regardez les élèves d'Alassane Ouattara et regardez les élèves de Laurent Gbagbo. Comparez-les. Verbalement, ils sont forts, ils parlent. Je ne parle pas de caquer dans les Sorbonne. Oui, ils convainquent. Quand ils parlent, ils arrivent à mobiliser les gens. Ça, c'est pas ça qu'on appelle la politique. C'est pas ça. Je parle des gens qui mènent des actions, qui réfléchissent, qui mènent des actions, des vraies actions politiques. Les élèves de Ouattara, ils sont plus forts que les élèves de Gbagbo. Maintenant, si c'est histoire de parler, les élèves de Gbagbo sont forts que les élèves de Ouattara. Parce que eux, ce sont des sorbonnards. Ils sont forts dans l'histoire de parler, caquer. Ça, c'est je leur donne ce trophée-là. Mais en dehors de ça, mener des vraies actions, protéger le pays, construire, bâtir le pays, éviter tous les pièges d'une rébellion. Ou bien un adversaire qui est fort, qui utilise tous les piliers pour te déstabiliser, te renverser. Comment tu dois faire pour l'éviter? Comment tu dois lui fermer la bouche? Le pays ne connaît pas ça. Comment réorganiser un parti politique lorsque tu es dans l'opposition? Le FPI ne connaît pas ça. Est-ce que vous comprenez? Le FPI ne maîtrise pas ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Depuis que le Gbagbo a arrêté, là, vous le voyez, c'est la débandade totale. Parce que la formation qu'il a donnée à ces petits-là, ils sont nuls. Même ses propres amis, la formation, la philosophie qu'il leur a montré, il leur a enseigné. Ils n'ont rien compris. Puisque le maître même, il n'est pas à la hauteur. Si le maître était capable, ce n'est pas l'élève qui sera à la hauteur. Parce que tu fonctionnes en fonction de ton maître. Quand on dit l'élève est fort, c'est parce qu'il a eu un bon maître, un bon enseignant qui lui a expliqué les choses terre à terre. Et donc cet élève qui a eu un bon enseignant, quand il croise d'autres élèves qui, eux, ils ont leur enseignant à part, quand les deux groupes se croisent, c'est sur le papier, on sait qui est le bon prof. Parce que l'élève qui vient d'un autre prof qui est fort et que les autres qui viennent d'ailleurs, sur le papier, lui qui a la bonne note, on sait que vraiment mon frère, tu as un bon professeur parce qu'il t'a montré les choses. C'est ça le plus important. Soro Diom, il est devenu comme ça parce qu'il a pris un peu auprès de Ouattara et il connaît la stratégie de Ouattara. Mais Ouattara ne lui a pas tout appris. Il pensait qu'il connaissait tout de Ouattara. C'est ça qu'il a échappé. Il n'a pas su que Ouattara n'avait pas donné tous les cours. Donc lui, quand il a pris un peu, il se sentait maintenant arrivé. Il dit, oh, je connais toutes ces techniques, je vais maintenant, il est l'heure maintenant de le renverser. Oh, pourtant, il a fréquenté Ouattara. Il a appris des choses chez Ouattara.
mais il ne connaissait pas réellement Alassane. Voilà l'erreur de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, il est étonné, il s'est dit, mais comment se fait-il que ce monsieur m'a eu? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Il est étonné, lui-même ça lui dépasse. Il est là, il réfléchit, il dit, ouais, Ouattara est fort. Est-ce que vous comprenez? Le PDCI, eux-mêmes, on n'en parle pas, c'est des nullants. Bédier n'est même pas un politicien. Bédier, c'est par occasion, il est devenu président en Côte d'Ivoire. Sinon, si on dit politique, Bédier, il est nul. Depuis quand ils ont perdu le pouvoir? Depuis, ça fait 21 ans, mes frères, que le PDCI a perdu le pouvoir. Le PDCI a perdu le pouvoir, ça fait 21 ans. Ils vont encore rester dans l'opposition 20 ans encore. Jusqu'en 2040, ils seront toujours dans l'opposition. Ils ne vont pas devenir président en Côte d'Ivoire. PDCI, devenir encore président, peut-être, ce n'est pas cette génération. Ça sera dans une autre génération. Nos enfants, peut-être plus tard, qui vont leur permettre de devenir président. Sinon, là, cette génération qui a tout vécu, qui a tout vu, donner pouvoir à PDCI, ce n'est pas cette génération. À moins qu'ils prennent des armes pour déclencher une guerre. Et dans cette guerre, ils réussissent à s'imposer. C'est ça leur seul cadre. Sinon, en dehors de ça, il ne peut pas. Élection, dans les urnes, gagner. Non, PDCI, non, ça c'est foutaise. Ils ne peuvent jamais le faire. Ils ne peuvent jamais le faire. Et ça, c'est clair. Peut-être ceux qui n'ont pas vu la guerre, ceux qui ne connaissent pas la guerre, qui n'ont pas connu l'histoire de la guerre, qui pourront un jour faire... Les enfants qui naissent aujourd'hui, là, les Soro, là, s'ils veulent devenir président, ce sont les enfants qui naissent aujourd'hui, les Blé-Goudé, s'ils veulent devenir président, les enfants qui naissent aujourd'hui, là, qui ne savent même pas, hein, qui n'ont pas connu la guerre, qui ne savent pas s'il y avait eu guerre en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui vont dire, oh, mais c'est pas notre temps, nous on n'a pas vécu ça, donc on les aime, on les aime. C'est ceux-là qui peuvent donner, hein, une petite crédibilité en 2030. Je parle de 2030. C'est en 2030, ils vont leur donner de la crédibilité pour qu'ils puissent peut-être avoir la chance à devenir président. Sinon, maintenant, là, maintenant où nous on est là, on est placé sur les réseaux sociaux, devant les caméras, en train de sensibiliser les gens, où on est là, et puis les Ivoiriens qui sont au pays, ils ne sont pas encore tous morts, ils sont au courant de la guerre. Et mes frères, Soro, Babo, Blé-Goudé, Bédi, ils ne savent pas aujourd'hui ils vont devenir présidents. Ils savent, nous sommes sur le terrain et nous sensibilisons les gens. Mais je vous ai dit, je vous ai bel et bien dit, cette élection qui vient là, Guégué, il sera sur le terrain. On va battre campagne pour Ouattara. On battra campagne et nous allons convaincre le peuple. On va exposer les bêtises de Laurent Gbagbo et les incapacités intellectuelles d'Henri Konan Bédié parce qu'il a des incapacités intellectuelles. En dehors de ça, on va voir d'abord leur candidat qu'ils vont proposer. Si ce dernier il ne convient pas au peuple ivoirien, vous allez voir sur le terrain là. C'est là on va voir les tchatchs. Je dis, on va battre campagne pour Alassane Ouattara. On va les exposer, on va les décortiquer. Pas d'injures, mais verbalement, on va parler. Et on va essayer de convaincre la population. S'il faut frapper de porte à porte pour convaincre chaque citoyen lambda, on le fera. Le RADP gagnera les élections. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on attend, quand les élections vont arriver, ils vont nous envoyer nos transports ici, on va aller, on va battre campagne pour Alassane. On sera sur tous les plans, sur tous les terrains, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. En commençant par le nord, sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre, Bédié même, dans son fief, on va faire gagner Alassane Ouattara là-bas. Ce n'est pas un débat. Laurent Gbagbo, dans son fief même, gagnera là. On va aller là-bas. On va gagner Laurent Gbagbo là-bas. À Divo, à l'ouest, on va essayer de les faire prendre conscience. Parce que j'ai causé avec une soeur à Divo. Elle m'a dit, Divo a évolué qu'à Abidjan. J'ai dit, tu es sûr? Elle dit, Divo s'est développé. J'ai dit, hey, arrête. Hein. Parce que j'aimerais bel et bien parler de Divo pour que le gouvernement ivoirien puisse essayer de voir un peu Divo. Parce que le seul espoir qui est là pour que chacun voie sa ville ou sa région se développer, c'est Alassane Ouattara et son gouvernement. S'ils sont plus là demain, là, est-ce que ceux qui vont venir là, ils peuvent encore construire les villes de Côte d'Ivoire? C'est ça qui me préoccupe. Voilà pourquoi je me suis dit, dans mes futures vidéos, je vais plaider pour que le gouvernement ivoirien regarde un peu la région du sud du Bandama, précisément chef-lieu d'Ivo, pour que le gouvernement regarde un peu d'Ivo,
pour voir si le gouvernement peut reconstruire cette ville. Parce que Divo est notre poumon économique. Nous qui sommes au sud de Bandama, c'est notre poumon économique. Donc, il faudrait que cette ville soit vraiment construite. Et donc, elle m'a dit non. Elle a été là-bas, mais Divo est devenue jolie. J'ai dit, non, tu es sûr. J'ai dit, tant que je ne mets pas mes pieds pour voir clair, je ne peux pas croire. Donc, Alassane Ouattara, il a construit toutes les villes de Côte d'Ivoire alors. Elle m'a dit, c'est devenu joli d'elle. J'ai dit, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais ce que tu as vu là, c'est encore petit. Ouattara va encore faire plus. Il va rendre Divo comme un truc en Dubaï, t'inquiète. Ça vient un peu. Donc, quand Gon Coulibaly sera élu président de la République de Côte d'Ivoire, dans un futur proche, cette année 2020, il va poursuivre les travaux que Ouattara avait déjà commencé, parce que Ouattara sera là, il va lui donner des petits conseils, le maître en personne, il va donner toujours des conseils aux élèves, ils vont toujours poursuivre. Parce que Ouattara a formé un bon groupe, une bonne équipe. C'est pas quand vous voyez Gbagbo là, qui peut, c'est ça on dit la différence. Ouattara lui-même, il sait qu'il n'est pas là, mais il y a des gens capables de le remplacer. Il y a des gens capables de diriger le RADP. Il y a des gens capables de le succéder. Il y a des gens capables de bâtir le pays et continuer dans les travaux que Ouattara avait commencé. Mais quand vous voyez le FPI là, eux-mêmes, ils voient qu'ils sont incompétents. Ils regardent tout, hey, Gbagbo, c'est notre leader. Gbagbo n'est pas là, on ne peut pas. Eux tous, ils ne peuvent pas. Et c'est ça que vous appelez parti politique. Quand vous comparez ça là, quand vous regardez le parti politique, les différents partis politiques, Alassane lui-même, il se regarde, il dit, ah, j'ai gouverné. Il est maintenant temps que je quitte le pouvoir à la nouvelle génération. Il dit, Gon, je t'ai choisi comme le candidat du RADP. Parce qu'il sait qu'il a formé Gon Coulibaly. Parce qu'il sait que même à son absence, Gon va toujours poursuivre les travaux. Gon connaît les idéologies de Ouattara. Gon est un homme d'action. Gon, c'est quelqu'un, même si je me suis opposé à lui au début pour dire, ah, je préférais Ahmed Bakayoko. Mais comme c'est le choix du président, il sait pourquoi il a choisi Gon et puis il n'a pas choisi Ahmed Bakayoko. Et donc, comme ce choix a été fait par le président lui-même, on comprend. C'est lui qui est bien placé, c'est lui qui a formé ses petits. C'est lui qui a formé ses élèves. Et donc, parmi les élèves, il y a toujours un qui est plus brillant que l'autre. Nous, on ne voit pas au bois sacré là-bas. C'est Ouattara et ses élèves qui sont là-bas. Il sait que Ahmed Bakayoko est bon. Mais Gon Coulibaly, peut-être, il est mieux encore. Il est bon. Il est plus bon que Ahmed Bakayoko. Voilà pourquoi il a choisi. Donc, parmi les premiers, il y a toujours un premier et il y a un autre premier Ezeko. Est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être Gon est mieux que Ahmed Bakayoko. Ouattara dit, bonne nouvelle génération, Gon, il faut me remplacer. Et il a choisi Gon parce qu'il lui fait confiance. Il sait qu'il lui a donné une bonne formation. C'est ça. C'est ça, on dit un leader. Mais quand vous voyez Gbagbo, là, il a donné bonne formation à qui? Quand vous les voyez tous, là, qui a reçu une bonne formation? Puisque le maître même, il est nul. Le maître a été arrêté, eux tous, ils sont pris de panique. La débandade totale. Ça se clash, ça se clash. Ça s'insulte matin, midi, soir. Ça insulte, mais des gens, ceci, cela. Le désordre total. C'est devenu les gars, des petits radicaux, mais qui refusent de réfléchir. Vous comprenez? Donc, voici le vrai problème au sein du pays. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir un bon formateur, un bon leader, capable de leur donner leur autonomie au cas où le leader lui-même, il serait absent. C'est ça le problème. Imaginons, je touche du bois, imaginons que Laurent Gbagbo n'était plus de ce monde. Mais le pays était déjà mort. Et cette débandade, parce qu'il n'a pas pris le temps de former ses petits. Il n'a pas pris le temps de former ses militants et ses amis qui sont autour de lui. Il n'a pas pris le temps. Donc, imaginons que Laurent Gbagbo n'était plus de ce monde. Mais qu'est-ce qui allait rester au pays? Même à son vivant, personne ne respecte maintenant encore Gbagbo. Ils sont divisés. Chacun prend sa piste parce que le chef n'a pas eu le temps de former les petits. Et les petits, ils sont désorganisés. Le désordre total. L'esprit des Sorbonne les anime. Ils ne comprennent rien. Ils sont perdus. Ils sont devenus des enfants sans père. Parce que leur père politique, c'est Gbagbo.
Il a été arrêté, donc eux, c'est la débandade. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de prendre le relais. Et c'est ça, vous appelez parti politique? Non. Voilà pourquoi, même si on disait aujourd'hui que Ouattara n'était plus là, il sait qu'il a laissé des bons pions. Les Gon Coulibaly, la Ahmed Bakayoko, et même il y a encore plusieurs personnes capables de gérer, prendre le truc, la relève et conduire le parti. Ce sont dit un parti organisé, un parti bien formé, un parti posé. C'est ça le RHDP. Quand vous voyez le PDCI, là, Bédié, après la mort du Fouet Boigny, ça a été le désordre total. Bédié, il est désorganisé totalement. Même tous ces militants ne le suivent pas. Ils font n'importe quoi. Parce qu'il n'est pas un bon politicien. Il est devenu président par opportunisme. Il est devenu président parce qu'il était à un poste. Ou au cas où le président n'était pas là, c'est lui qui prenait. C'est pour ça qu'il est venu au pouvoir. En 1995, il n'y a pas eu d'élection. Il a fait élection avec qui? Il a fait élection parce que le leader du RHDP n'était pas là. Ce n'était pas Alassane en ce moment-là. Ce n'était pas les Alassane, c'était d'autres. Et il y avait d'autres leaders, mais il a fait élection avec qui? Lui seul, il allait aux élections, il a gagné lui seul. Mais s'il y avait un bon candidat en face de lui, il perdait. Lui, Bédié, il savait qu'il perdait en 1995. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas bon candidat. Donc lui-même, il allait aux élections seul parce que ceux qui étaient en face, je ne les appelle pas candidats. Je les appelle les accompagnateurs de Bédié. Donc, ils ont accompagné Bédié. Bédié a été réélu président de la République en 1995. Mais depuis qu'il a perdu le pouvoir en 1999, qu'est-ce que Bédié y fait? Il n'a pas bien formé ses militants. Les hauts cadres même du PDCI, c'est le désordre. D'autres parmi eux ont eu la chance. Ils sont allés auprès d'Alassane parce qu'ils savent qu'Alassane est un bon maître, est un bon professeur, est un bon éducateur, est un bon guide politique. Ils sont allés auprès de lui, ils sont là à apprendre. Ils sont là à apprendre. Aujourd'hui, ils sont contents. Aujourd'hui, là, ils sont contents. Tu sors de l'école politique d'Alassane Ouattara, vraiment, tu deviens meilleur. Bédié la débandade. Tellement il sait qu'il n'a pas formé qui que ce soit. Aujourd'hui, il s'en va louer maintenant Tidiane Thiam. Il dit non, Tidiane Thiam va être candidat du PDCRD. Vous comprenez la honte. Or, toutes ces années, ça fait maintenant 21 ans que Bédié est dans l'opposition. 21 ans qu'il forme ses militants. Sinon que 31 ans. Non, ça fait 29 ans qu'il forme ses militants. 29 ans qu'il est dans la formation de ses militants. Oufou et moi en 93. 29 ans qu'il forme ses militants. Et tous ceux qui sont autour de lui. Aujourd'hui, Bédié est devenu vieux. Mais quand il regarde parmi ces militants-là, il voit que lui-même, ses propres élèves-là, il n'y a personne capable de prendre le relais. Il n'y a personne capable de prendre la relève. Si lui, Bédié, il n'est pas là. Lui-même, il devrait avoir honte. Tu as formé tes petits depuis 29 ans que tu les enseignes ta politique. La politique dans laquelle tu es là, tu leur enseignes cette politique. Maintenant, tu es vieux, tu sais que tu ne peux plus, tu n'es plus en capacité de diriger quoi que ce soit. On dit élection, il regarde autour de lui, il ne voit personne. Parce qu'il sait que ces petits, ces bons petits, ils n'ont pas reçu une bonne formation. Puisque le maître lui-même, il est incapable. Le maître lui-même, il est nul politiquement. Quand il regarde, il a honte. Il ne sait même pas s'il faut prendre Gikaoué. Il sait que Gikaoué n'est pas un grand homme politique. Il sait que Kakabe, là, on n'en parle pas. C'est un clown politique. Et quand il regarde autour de lui, il voit qu'il n'y a pas un bon pion politique. Il dit, ah, et si on jouait la camp de Tidiane Thiam, c'est là-bas maintenant, il regarde. Or, ce n'est pas lui qui a formé Tidiane Thiam. Il regarde maintenant la camp de Tidiane Thiam. Même si dans le passé, il a été dans le gouvernement comment on appelle ça? Il a été dans le gouvernement de Bédié. Je n'en disconviens pas. Mais lui, il est parti. Il a reçu la formation des Blancs qui ont été autour de lui. Voilà, il a été autour des Blancs et tout. Donc, Bédié ne sachant pas qui mettre, il dit, ah, Tidiane Thiam. Et il regarde maintenant la carte de Tidiane. Et si Tidiane Thiam refuse, s'il refuse, lui, Bédié, il va vouloir être candidat. Oh, pourtant, il est incapable maintenant. Il ne peut pas. Mais il va vouloir être candidat parce qu'il a manque des bons pions capables de se présenter aux élections.
que vous comprenez? Donc, voici le mal du PDCI. C'est le même mal qui ronge le FPI. C'est le même mal qui ronge les deux partis politiques. Voilà pourquoi les militants deviennent haineux, rageux. Et ils crient à longueur de journée. Ce n'est pas de leur faute. C'est leurs patrons qui ont manqué leur formation. Leurs patrons ne leur ont pas donné une bonne formation. Parce que la politique aussi, c'est ça. Il faut former les militants. Dans toutes les circonstances, au cas où, parce qu'on ne sait jamais, au cas où, tant, telle chose arrivait, voici comment vous devez vous comporter. Et tu choisis des piliers, tu les mets autour de toi, et tu leur donnes cette formation. Tu leur dis, au cas où je ne suis pas là, toi, c'est toi qui es là, tout le monde doit te suivre. Au cas où lui n'est pas là, toi, c'est toi qui es là, tout le monde. Et pendant que tu es vivant, pendant que tu fais ta formation, tu donnes le rôle de chacun. Et tu leur demandes de ne jamais désobéir ce que tu leur donnes comme ordre. Ils n'ont qu'à s'unir autour de ceux que tu viens de désigner. Quand c'est comme ça rentre dans leur tête. Tu leur répètes ça tout le temps, tout le temps. C'est comme une philosophie, c'est comme un art. C'est comme la drogue, tu leur as donné. Le jour où tu n'es pas là, ils ont dit, ah, le maître a dit, si on n'est pas là, on n'a qu'à se mettre derrière celui-là. Et eux tous se voient, ils se mettent derrière la personne. Mais si tu ne leur dis rien, tu ne les formes pas, tu n'avertis pas tes clients. Mais au cas où tu n'es pas là, mais chacun veut être leader. La débandade totale, c'est les coups de poing. Ils vont commencer à s'insulter, l'autre va vouloir se positionner. Voilà la division. Si tu ne formes pas bien tes petits, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu mets les restrictions, c'est comme si tu es un père de famille, tu as un champ, tu as tes enfants. Pendant que tu es vivant avant ta mort, tu leur dis, si je ne suis pas là, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, tu prends ça. Et tu mets ça dans leur crâne. Le jour où tu n'es pas là, les enfants, ils connaissent déjà ce que papa leur avait dit. Que si papa n'était pas là, c'est que chacun devrait prendre. Ils sont conscients. Et ils respectent ce que papa leur a dit. S'ils sont bien éduqués, bien sûr, ils vont respecter. Babou ne l'a pas fait. Bédier ne l'a pas fait. Alassane est le seul qui a fait ça. Donc même si aujourd'hui Alassane n'était plus là, ils vont respecter ce qu'Alassane a dit. Parce qu'il a donné une bonne formation. C'est Soro Diom qui voulait devenir rebelle. Il a chassé rapidement. Parce que Ouattara, il n'aime pas la rébellion. C'est lui qui voulait se révolter. C'est lui qui voulait mélanger les gens. Les Anotano, les Soro Diom. Il dit quittez le parti. Je ne veux pas des gens désordonnés au sein de mon parti. Il les a radiés. Vous ne voyez pas le RADP en paix. La cohésion règne au sein du RADP. Il n'y a aucun souci. C'est Soro Diom et sa bande qui voulait s'aimer des troubles. Mais il a trié les membres du RADP. Les Afoussata Baba qui était ministre de la communication. Il les a radiés parce qu'il a su que cette dame, elle est une rebelle. Il a su que Soro Diom était rebelle. Les trucs. Et plusieurs d'autres personnes. Ouattara a fait le tri. C'est ça on dit un dirigeant. Quand tu vois que ceux-là, ils sont un peu bandits, il n'y a aucun respect. Ils veulent mélanger ton mouvement. Que tu as pris des années pour construire. Tu as pris des années pour former les gens. Et qu'il y a des petits rebelles, tu les radies. Et ceux qui suivent ta philosophie, tu les laisses. Et c'est ce qu'Alassane a fait. Laurent Gbagbo n'a jamais fait cette tri. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours... Ils sont rebelles, ils sont pas... Il les laisse. Il ne leur donne pas de vraies consignes. Et quand maintenant c'est mou, c'est la débandade. Chacun veut devenir leader. Chacun veut s'imposer. Chacun se réclame comme le leader parfait. Les militants sont désordonnés. Ils sont divisés. Ça fait maintenant des clashs. Des clashs par-ci, par-là. Chacun soutient son client. Et le parti devient faible. Je vous apprends la politique ce soir. Je vous donne des coups politiques. Pour devenir fort, lorsque tu crées un mouvement politique, il faudrait que tu sois un bon guide. Il faudrait que tu donnes de vrais enseignements de la manière dont on enseigne les gens à l'école. Il faut prendre des jours dans la semaine et demander aux militants qui veulent venir bel et bien au siège de votre parti. Ils n'ont qu'à venir et tu leur donnes des cours. L'idéologie du parti. Et au cas où le patron n'est pas là, comment le parti doit fonctionner? Donnez-leur des cours de base. Une fois que c'est ancré dans le cerveau de chacun,
Personne ne pourra désobéir cela. Et tous, ils vont respecter. Quand le leader n'est pas là, ils savent comment marcher. Parce que tu leur as déjà donné la ligne directrice à suivre. Ce sont des vrais politiciens. Et vous ne faites rien. Vous criez dans tous les sens. Et vous pensez que vous avez des partis politiques. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, on va se laisser. J'espère que vous êtes abonnés. Abonnez-vous. Pour tous ceux qui aimeraient être administrateurs pour faire des vidéos à travers cette page Info Afrique, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en inbox. Voilà, mon Facebook c'est DJ Djouen. DJ j'appelle D-J-E. Djouen s'écrit D-J-I-O-U-E-N. Voilà. Maintenant, au cas où vous voulez me contacter et que c'est dur pour vous, histoire de Djouen, si vous ne savez pas écrire Djouen, et que vous voulez me contacter sur WhatsApp pour que je vous ajoute comme administrateur ou administratrice, et essayez aussi de faire des vidéos. Mon WhatsApp est le suivant 0032 46 40 excusez-moi 0032 46 52 54 128. Je répète 0032 46 52 54 128. Donc c'était l'incontournable bien compris tout terrain. Vive la Côte d'Ivoire, vive la politique ivoirienne. On est ensemble. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous et à toutes.